Puis là, on va basculer un peu plus vers donc l'humanitaire, le développement en général, un peu pour essayer de comprendre un peu le phénomène. J'ai beaucoup lu pour préparer ce podcast. Je suis allé beaucoup aussi sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux, quels étaient parfois les aspects un peu négatifs qui avaient rattaché autour de l'humanitaire, la gestion des différentes crises que les gens en pensaient, les mouvements politiques à travers tout ça. Puis je voudrais qu'on voit avec toi, qu'on fasse comme une sorte de revue un peu de toutes les interrogations que les gens se posaient ou des différents courants de pensée qu'il y avait. Je voudrais qu'on commence d'abord justement par les formations et le développement de compétences comme ta fondation fait. Les gens ont souvent comme un aspect parfois négatif. Il y a des remarques qui sont faites. Par exemple, j'ai vu beaucoup de commentaires sur le fait que les gens pensent que ces programmes-là sont de l'assistanat ou sinon un peu une sorte de forme de néocolonialisme, une sorte d'interventionnisme sur place, ou au contraire, justement, une forme de rédemption par rapport au passé colonialiste, par exemple, si c'est les Français et les Anglais. Qu'est-ce que toi t'en penses par rapport à ça? Il y a un peu du vrai un peu partout, puis du faux un peu partout, là. Il y a des, parce que là, c'est comme des opinions et des jugements de certaines personnes. Est-ce que tu veux que je liste? Non, tu peux répondre plus directement si tu veux. Donc, je te dirais que déjà, premièrement, c'est pas de l'assistanat. Justement, là, je veux dire, ce n'est pas de l'assistanat. L'idée, c'est qu'on travaille. En plus, nous, on dit pas on vient aider les gens, là. Ça, il faut vraiment l'oublier. On vient pas aider les gens en Afrique. C'est quelque chose qu'on met à la poubelle. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient travailler et collaborer avec des organisations qui sont locales pour un objectif spécifique, d'améliorer on va dire, la qualité d'éducation, travailler pour que ces organisations-là qui sont durables, qui sont sur place, soient vraiment compétentes, encore plus que ce qu'elles le sont déjà ou qu'elles l'étaient auparavant, en fait. Et donc, ils vont avoir un impact positif pour leur pays. Donc, tu vois plus ça comme une coopération internationale plus que comme de l'aide vraiment. Absolument. C'est comme on parle justement de montrer comment pêcher, tu vois. C'est plus ça que exact. Tu penses. Puis ça, si tu veux, c'est dans l'histoire, on va dire, de l'aide internationale, ça s'appelle comme ça, ou l'aide publique au développement, tu vois, l'APD. C'est vraiment ça. Il y a pas mal de temps de ça. C'était les États qui faisaient un chèque aux autres États, puis se débrouiller. Justement, là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi. C'est plus une réflexion que je me fais. Justement, le fait de former les gens chez eux, est-ce que justement, c'est pas aussi une façon d'enrayer la fuite des talents qu'il y a? Justement, tu sais, on parle en Afrique, il y a beaucoup de gens qui vont travailler aux États-Unis, au Canada, en Europe. Puis aussi, ce serait pas aussi une solution à l'immigration qu'il y a, parce qu'on sait qu'en ce moment, avec l'actualité, que ce soit Canada, France, États-Unis, en ce moment, avec la campagne de Donald Trump. Ouais, de Donald Trump, mais même la campagne en général dans tous les pays, l'immigration revient comme un enjeu de plus en plus fort dans toutes les sociétés occidentales. Ma question en fait finalement c'est est-ce qu'aussi ce genre d'initiative, de projet ne permet pas aussi justement de freiner cette immigration puis de garder les talents dans ce pays-là? Alors c'est pas l'objectif premier. Ça peut être une des conséquences, mais c'est pas un objectif. C'est ça la différence. C'est que mettons on vise pas ça à travers ce programme ou à travers nos interventions. Par contre, ça peut être une conséquence. Maintenant, pour moi, mon point de vue, c'est que c'est très bien l'immigration dans n'importe quel endroit, parce que, qu'on le veuille ou non, toi aussi, t'as t'as immigré ici, donc tu sais ce que ça peut apporter, tu vois, en termes d'ouverture, d'adaptation, au niveau personnel. Maintenant, c'est sûr que même en Afrique de l'Ouest, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient émigré, donc c'est-à-dire qui étaient allés depuis l'Afrique vers l'Europe ou vers l'Amérique du Nord, mais qui étaient revenus par la suite. Et ça, ils sont allés enrichir leur expérience pour venir la ramener. Exact. Puis ça, c'était vraiment de beaux échanges que j'ai eus avec ces personnes, parce que j'ai trouvé ça exceptionnel. Dans le fond, où les gens m'ont dit clairement, nous, on a plein de choses ici, ce qui est totalement vrai. Quand je parle d'ici, c'est quand j'étais en Afrique de l'Ouest. Puis, en même temps, ils sont allés voir ailleurs. Ça fait que ils ont vu d'autres choses, ils ont vu d'autres façons de faire, ils ont vu, tu sais, ça n'a fait qu'enrichir en fait leur expérience, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et ensuite, avec ce bagage-là, ils sont revenus chez eux et puis ils apportent aussi peut-être une vision différente. Et ça, c'est super intéressant. Maintenant, ce dans quoi on travaille, nous, on vise pas à arrêter l'immigration.
Par contre, effectivement, ça peut être le fait qu'il y ait une amélioration de l'éducation ou des systèmes éducatifs dans le monde fait que si on met à part les conflits ou les enjeux géopolitiques, c'est sûr que il y aurait pas de la fuite des cerveaux ou la fuite des talents qu'on appelle en Afrique. Aujourd'hui, un des enjeux en Amérique du Nord aussi, c'est que il y a des problèmes de main-d'œuvre. Puis qu'est-ce qu'on fait? On va recruter en Afrique de l'Ouest ou quoi? Puis qu'est-ce qu'on fait? On prend des personnes qui sont qualifiées parce que malheureusement, soit il manque d'opportunités professionnelles dans les pays, puis il y en a ici. Mais en même temps, il y a beaucoup aussi de talents qu'on vient récupérer pour ses propres intérêts ici ou en France, et donc qui pose problème sur le plan socio-économique dans ces pays-là. Puis ça, est-ce que c'est pas du néocolonialisme? C'est une question, tu vois. C'est une très bonne question. Mais en même temps, on n'a jamais fait autant de missions de recrutement. Puis on va chercher ces talents-là. Je le vois beaucoup dans la restauration où il y a des cuisiniers de partout d'Afrique, du Maghreb. Puis c'est justement ces talents ou ces domaines d'activité. Puis finalement, quand ils arrivent ici, quelques mois plus tard, on dit que c'est eux le problème, puis que Mais encore une fois, ça dépend. Difficile, il y a beaucoup de questions. C'est un sujet très large, c'est sûr. Mais en même temps, comme je te disais tantôt, pour moi, l'immigration, c'est positif du moment où c'est choisi. Puis, c'est que l'immigration qui vient de pays, soit en Afrique, en Amérique latine ou quoi, c'est pas que des gens qui, la plupart des gens vont penser que ils fuient leur pays ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. Là, ils viennent voler notre travail. Non, mais ça, c'est pas vrai. Je veux dire, la plupart des gens viennent pour avoir des expériences professionnelles différentes, tout ça. Peut-être aussi pour s'en sortir davantage. Je veux dire, c'est possible que ce soit une des motivations. Mais maintenant, il y en a beaucoup qui reviennent dans leur pays aussi. Et puis qui ont finalement été expats, si on veut, tu vois. Justement, quand on parle un peu de politique, on va passer au volet un peu plus politique au niveau de l'humanitaire. On voit justement que dans le monde occidental, mais nous on définit ça comme les extrêmes, c'est surtout l'extrême droite. On le voit avec l'Italie, la Hongrie, Trump en ce moment qui tente un comeback. Justement, pour vous les humanitaires ou pour le développement, comment vous positionnez vis-à-vis de... Est-ce que ça a un impact sur votre travail? Est-ce que ça a un impact sur les dons? Justement, on parle des dons. Parce que par exemple, je vois avec Giorgia Meloni en Italie, puis la gestion de toute la crise humanitaire qu'il y a à Lampedusa avec tous ceux qui traversent la Méditerranée. Comment vous, au quotidien, ça impacte votre travail? C'est une grosse question après, mais déjà, il faut savoir que tu donnes des exemples européens et on est en Amérique du Nord. Donc mais on parle en général. Ouais, mais c'est ça où c'est à contextualiser en fait. Donc par exemple, dans le travail, parce qu'en gros, même mon travail n'est pas celui d'autres organisations, etc., etc. Donc c'est pour ça que je suis obligé de contextualiser. Dans le fond, c'est sûr que nous, on est une organisation canadienne qui intervient et qui travaille en Afrique de l'Ouest, on va faire simple, ou centrale. Mais il y a d'autres organisations, que ce soit européennes, françaises, espagnoles, italiennes, suisses, belges, etc., qui travaillent aussi, des organisations américaines, donc des organisations guinéennes, rwandaises, etc., bien sûr aussi. Mais dans le fond, ces problèmes-là, je pense que c'est des visions de société. C'est sûr que quand tu as une masse de monde, de population qui arrive à un endroit, il faut gérer ça. Puis un des plus gros exemples que j'ai en tête, c'est la Turquie, qui en fait après la crise syrienne, je pense que c'était 2013, 2014, 2015, a vraiment accueilli énormément de personnes syriennes et a essayé de trouver une solution pour les intégrer, etc. Maintenant, l'objectif, il faut pas oublier que les personnes syriennes, là, l'objectif, c'est qu'elles rentrent en Syrie. Tu comprends bien que les gens, ils fuient leur pays. C'est pas de l'immigration choisie, là. Non. C'est ça l'enjeu, c'est que, tu sais, l'immigration, il y a l'immigration choisie ou comme toi ou moi, je pense, c'est nous qui avons souhaité aller quelque part, éventuellement rester. Maintenant, l'immigration forcée ou volontaire parce qu'il y a un enjeu dans son propre pays. Puis on parle de réfugiés aussi, tu sais, dans les termes, il peut y avoir des personnes réfugiées ou exilées, mais il y a aussi beaucoup de personnes déplacées internes. C'est-à-dire, il y a énormément de pays. Actuellement, là, il y a plus de personnes déplacées internes que de gens qui ont fui leur pays dans le monde. C'est qu'il y a des gens, par exemple, la République démocratique du Congo, au Soudan, actuellement, etc., qui tout simplement viennent d'une zone de leur pays où c'est la guerre, où il y a des enjeux politiques internes, etc., et sont obligés
d'aller dans un autre. Le pays frontalier, ça pourrait être des réfugiés, mais sinon dans leur même pays, mais dans une autre région, tu vois. Sauf que les gens, ils perdent tout. Je veux dire, l'école, l'hôpital, il y a plus rien là, plus de maison, etc. Fait que juste pour mettre en contexte, une immigration qui est pas choisie et qui essaye d'aller, tu sais, quelque part ou pour essayer de s'en sortir ou quoi que ce soit, c'est sûr que tu sais, n'importe quel pays peut pas dire ben oui, j'accueille la planète. Là, ça marche pas, tu vois. C'est sûr que moi, mon point de vue, c'est que à terme, tous les pays puissent tu sais, fonctionner correctement. C'est utopiste là, mais c'est sûr qu'on veut la paix dans le monde, qu'il n'y ait pas de guerre ou de problèmes de crise, on va dire justement humanitaire. Tu sais, oui, il peut y avoir des crises humanitaires au niveau de catastrophes naturelles. Ça, on peut pas le contrôler. Non. Mais des crises humanitaires au niveau de problèmes de santé à cause de la guerre, c'est-à-dire des conflits politiques, géopolitiques du pays, au niveau qui peuvent créer éventuellement des famines, qui créent des gros trous dans les systèmes de l'éducation parce que les enfants ne peuvent pas aller à l'école dans ces périodes-là. Ça, tu sais, oui, à terme, ce serait un monde idéal où la paix est dans le monde, etc. Donc finalement, les gens, s'il y avait la paix dans le monde, là, mon point de vue, c'est que les gens, ils iraient pas immigrer en masse en Europe ou aux États-Unis s'ils veulent. C'est que il y en a plein qui seraient bien chez eux aussi, tu vois. Et il y en a plein qui iraient immigrer dans leur pays, en fait, tout simplement, tu vois. Donc, est-ce que ta question, c'est est-ce que finalement ça impacte? Ça peut énormément impacter quand tu as des gens comme Donald Trump qui sont suivis par énormément de personnes et qui écoutent vraiment tu sais, ce que cette personnalité-là a à dire. Puis quand on a des gens qui sont extrêmement fermés, c'est sûr que ça a un impact négatif. Puis pour te donner un autre exemple, aussi c'est une question de financement. Parce qu'on pourrait en parler du financement de l'aide internationale ou l'aide humanitaire, mais il y a beaucoup de financements, je pense que c'est les 90% du financement mondial qui est envoyé directement dans les Nations Unies. Puis les 10 autres pourcents, c'est dans toutes les ONG internationales du monde. Et il y a peut-être encore un 5% là qui est envoyé dans le système de la Croix-Rouge. Il y a des ONG qui sont financées sur fonds propres principalement, comme Médecins sans frontières, qui font appel aux dons en fait des gens et donc qui gèrent leur argent comme bon leur semble parce que c'est leur argent qu'ils ont récolté à travers le don des personnes. Nous, on est principalement financé par des bailleurs de fonds, donc des gouvernements, et on est aussi redevable parce que c'est de fonds publics, il faut pas l'oublier. Les gens payent des impôts, l'État en fait donne de l'argent pour des organisations pour mener à bien des projets. Donc effectivement, les politiques ou les changements de politique dans les pays, ça a un impact énorme. Parce qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des ministères des Affaires étrangères ou autres qui financent certains projets, certains programmes. Puis si on change de politique, il peut y avoir tout qui est coupé du jour au lendemain. Puis justement, par rapport au financement, là, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions. Parce que là, tu parles que justement sur les fonds publics, le financement est prioritaire, c'est des fonds publics, donc c'est ça, mais aussi sur le fait que, par exemple, c'est plus comme on disait les fondations, donc c'est souvent des stars ou des personnes qui ont de l'argent, des riches qui créent des fondations puis financent ça. Justement, est-ce que tu penses que la nature des dons peut aussi influencer la mission? Parce que si à un moment donné, ton action ne va pas en accord justement avec soit ton gouvernement, soit la personne qui te finance, est-ce que tu penses que justement il y a une sorte de corrélation entre les deux? Parce que tu peux pas vraiment, tu sais, souvent on le dit que le payeur c'est le décideur. Tu sais, je voudrais voir aussi ce que tu penses de ça. Dans le fond, peut-être c'est aussi de remettre en contexte sur comment on a des projets internationaux. C'est qu'on rédige des projets, on les explique, on les planifie. Ils sont presque prêts à être mis en œuvre, mais on les propose à des bailleurs de fonds, des gens qui lisent le projet et qui acceptent ou pas, et donc qui payent. Ça, c'est le système bailleur de fonds. Les Nations Unies, c'est comme un autre système, c'est financé directement par des États. Maintenant, toi, ce dont tu parles, c'est beaucoup plus au niveau de soit de fondations, soit d'autres ONG comme Médecins sans frontières, par exemple, qui ont, je pense, 99% de leur financement qui est par don, en fait, privé. Donc, effectivement, on pourrait penser que les donateurs, donatrices privées ont un pouvoir décisionnel sur les actions de l'organisation parce que finalement, c'est comme des actionnaires d'une entreprise. Ça marche pas comme ça. Dans le fond, les gens donnent pour une cause. Donnent pour une cause en particulier, puis
On le sait très bien, par exemple, Médecins sans frontières, ce que eux font, c'est vraiment répondre à des besoins vraiment primordiaux au niveau de l'accès à la santé, principalement. Donc c'est hôpitaux d'urgence, cliniques santé d'urgence. Puis ensuite, ça se déploie sur d'autres services. Ça peut être, tu vois, sur tout ce qui est santé sexuelle et reproductive dans certains pays. Mais c'est vraiment pour répondre à des besoins primaires. Ensuite, il y a d'autres fondations. Je veux dire, par exemple, il y a des fondations de footballeurs, tu vois, ou la fondation, par exemple, Bill et Melinda Gates, où eux, par exemple, ils travaillent sur le vaccin contre la malaria, entre autres. Il n'y a pas que ça. Non, c'est vraiment une grosse structure. Exact. C'est vraiment gros. Puis, et on le sait, là, Bill Gates, tu sais, je veux dire, il y en a de l'argent. C'est pas. Il n'y a pas de problème de robinet là. Exact. Puis, mais dans le fond, ça veut aussi dire que des gens qui ont ce type de fondation-là ont un impact, peuvent avoir un impact énorme par rapport à la capacité financière qu'ils sont prêts à dégager. Maintenant, c'est sûr que ce qu'ils font, ça vient forcément de, tu sais, je veux dire, Bill Gates là, c'est lui, il veut arriver à faire ci ou ça, donc il met l'argent pour, tu vois. C'est pas la même chose. En fait, c'est pas la même façon de voir ou la même approche que des organisations comme la nôtre où on souhaite répondre à un objectif, travailler dans les systèmes d'éducation, puis pour ça on demande de l'argent pour le mettre en œuvre. C'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a une certaine sécurité par rapport à votre indépendance, on va dire. Parce que c'est ça qu'on pense aussi. Tu vois, si on parle des principes humanitaires, l'indépendance, en fait, si tu veux, ça en fait partie. Là, il y a plusieurs principes humanitaires. Tu vois, la Croix-Rouge en a 7 et il y en a au moins 3 ou 4 qui sont universels à toutes les organisations internationales. Mais le fait le fait, si tu veux, de n'être pas de pas prendre parti, par exemple. Tu vois, donc l'indépendance, c'est pas ce niveau-là de pas prendre parti politique. Par exemple, la Croix-Rouge, si elle soigne quelqu'un, elle va soigner autant quelqu'un de sa nationalité qu'un ennemi dans une guerre, par exemple. Tu vois. C'est le principe aussi. J'entends, mais ça pour moi aussi c'est un peu dans le monde un peu idéal parce que je vais te faire une comparaison à la presse, aux médias. On voit ce qui se passe en ce moment avec la captation par des grands milliardaires de tous les services de presse. Puis on le sait, les vecteurs, les valeurs pardon de la presse, c'est l'indépendance. On traite tous les sujets de la même façon. Puis au fur et à mesure, on le voit que ce soit partout, hein. On a, tu sais, des télés d'État, tu sais, même on le voit là, ça se voit de plus en plus, mais justement en France, avec CNews qui devient un peu plus d'extrême droite, ou encore Fox News aux États-Unis. Malheureusement, c'est idéal parce qu'on voudrait qu'ils gardent leur indépendance, mais ils le font pas. Puis je pense que peut-être que justement par rapport à ce que tu disais, que vu que vous faites financer des projets, ça vous permet justement de garder un garde-fou parce que vous dites, regardez, ça c'est mon projet, si tu veux le financer c'est cool, mais je le changerai pas parce que tu veux pas le financer. Tu peux toujours un peu l'adapter, on s'entend toujours, mais tu vas pas changer l'essence de ton projet. Ah non, absolument. Mais après, tu sais, les valeurs, c'est toujours... Au Canada, quand il y a eu Harper qui est passé comme Premier ministre, tous les financements internationaux, dirigés vers l'international, coupés. Ça veut dire qu'il y a eu, dans tout le domaine dans lequel je travaille, il y a eu je sais pas combien de licenciements. Il y avait plus personne, il fonctionnait à peut-être au minimum de personnes pour faire rouler l'organisation avec le minimum de fonds possible. Parce qu'en fait, il n'y avait plus de projet à l'international. Le gars est arrivé, il a tout coupé, quoi. C'est fou. Puis Trump, s'il revient au pouvoir, c'est exactement ce qu'il va faire. Puis ça a été le cas en 2016, je pense, quand il est arrivé. Il a coupé une grosse partie de l'aide publique au développement parce que les États-Unis font encore ça. Ce que je t'expliquais, ils envoient de l'argent où ils ont aussi des ONG. Il y a des ONG américaines qui existent. Il y en a beaucoup à vocation religieuse aussi, là. Je suis vraiment, pour moi, c'est comme, j'aime pas ça être associé à même s'il y en a aussi qui font du très très bon travail, mais j'aime pas ça être vraiment associé à des organisations religieuses. Pourquoi? Parce que, en fait, parfois, ça vient enlever, justement, cette valeur de neutralité, qui est un des principes humanitaires, en fait. Je voudrais qu'on revienne sur Trump, justement. Il y a une philosophie, un courant de pensée qui va, que ce soit avec le Front National en France ou on parlait de Mélanie, on parle de Trump, qui dit avant d'aller aider les autres
à l'extérieur. Il faut aider soi. Pourquoi on n'aide pas les gens? Tu sais, il y a des sans-abri, il y a des gens, on le voit, il y a de plus en plus de personnes qui sont en dessous du revenu, Ce qui est qui vrai. ne mangent pas. Ce qui est Tu vrai. sais, pourquoi justement aller aider d'abord les autres avant d'aller aider les nôtres? Je reprends, Ça, c'est les termes ouais. du... Alors ça, c'est une fausse pensée en fait. Ok? Parce que en fait, il y a plein d'organisations qui aident justement. Ne serait-ce que si on prend le cas de la France ou même aux États-Unis, hein, il y a plein d'organisations qui font déjà ça. En fait, c'est un travail qui est parallèle. Je comprends, tu vois. Mais justement, les gens tu sais, qui eux ont ces besoins-là, des fois, je peux comprendre qu'eux ne comprennent pas pourquoi tu sais l'argent qui est utilisé pour justement aller les aider, pourquoi il est pas capté puis utilisé pour justement les aider à eux. Si on part en fait, il y a des principes, il y a des principes internationaux, des accords internationaux, où chaque État a signé, comme quoi il viserait d'avoir ce qu'on appelle l'aide internationale à hauteur de 0,7% de leur PIB. Okay. À date, je pense qu'il y a que la Suède et la Norvège qui sont capables de faire ça. Okay. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment que chaque pays mette un pourcentage de son PIB pour appuyer, finalement, c'est le principe même de solidarité ou de coopération dans le monde, ok? C'est pas pour penser en termes de frontières, c'est pour penser en termes de planète. En gros, c'est aussi simple que ça. De dire, on est 193 ou plus États, nations aux Nations Unies, puis on met tous de l'argent dans un pot commun, puis on répond à des besoins un peu partout sur la planète quand il y en a. Ça, c'est un peu utopique, ok? Mais parce que si tu veux, c'est difficile. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Maintenant, en réalité, si on analyse les finances publiques en fait de certains États, c'est comme une fausse pensée. Mais c'est fait exprès en fait. C'est parce qu'ils veulent jouer sur la peur pour alimenter leur campagne. Trump avec son mur pour le Mexique, puis tous les problèmes avec qui étaient contre les Mexicains, etc. Clairement, c'est ça. Il y a énormément de choses qui sont faites aux États-Unis. Si on prend le cas des États-Unis, puis finalement, ils financent d'autres choses à l'étranger. Je suis sûr que la plupart des Américains savent même pas combien d'argent est envoyé à l'étranger pour les Nations Unies, pour d'autres organisations, puis qu'ils font des choses super bien. Puis c'est aussi la même chose aux États-Unis. Il y a énormément d'organisations qui font des choses super bien, mais à un moment, si on fait juste une question de budget, c'est que les États-Unis, c'est un choix là, c'est un choix. Ils ont mis 70% de leur budget dans l'armement, puis le reste, ça va pas dans leur pays, tu vois. Mais en soi, c'est peut-être 0,2% de leur PIB qui va à l'international. Mais quand on parle de chiffres, les États-Unis, c'est tellement énorme qu'en fait, le chiffre est énorme, tu vois. Mais si on regarde le chiffre qu'ils mettent dans l'armement, et c'est pareil pour la France, c'est exactement la même chose. Ben, c'est là où tu dis, ok, il faut comparer ce qui est comparable. Sauf que quand t'as des gens qui, au niveau politique, ils font de la manipulation, c'est normal, c'est facile. Ils disent aux gens ce qu'ils veulent. Ils disent aux gens ce qu'ils veulent dire. Okay, et ils présentent les chiffres qui vont dans leur sens. Okay, et en fait, il y a des biais humains. Là, je parle de psychologie. Il y a des biais humains qui font que tu peux avoir des biais de confirmation. Par exemple, si on parle du biais de confirmation, c'est le biais qui fait que dès que tu es convaincu de quelque chose, tu cherches toutes les informations qui continuent de te convaincre. Mais c'est le problème des réseaux sociaux, justement. Et ça, je crois qu'une fois on en a déjà parlé de ça, mais c'est le gros problème des algorithmes des réseaux sociaux. Exactement. Et donc, si tu veux, les politiques finalement le savent et savent très très bien que tu sais, ça fonctionne. Je veux dire, plus tu essayes de convaincre quelqu'un avec des choses, tu sais, où tu l'as déjà un peu persuadé de quelque chose, puis plus tu vas lui rajouter des choses dessus et il va que continuer à s'alimenter avec ça. C'est parce que c'est ton cerveau qui est content d'entendre, tu sais, t'as pas envie de te faire valider, contredire. En fait, de te valider, ouais. C'est exactement ça. Puis tout à l'heure, on parlait justement de la professionnalisation de l'humanitaire, du développement. Est-ce que justement, tu n'as pas peur que, tu sais, que vous perdiez un peu votre âme avec cette professionnalisation? Non. Je pense que ça va rester toujours pareil puis qu'il va pas y avoir d'enjeu. Au contraire, je te dirais que au contraire en fait, je te dirais que il y a énormément d'ONG qui ont été créées. Tu sais, si on remonte l'historique des ONG, la première ONG du monde, c'est la Croix-Rouge. Ouais. C'est la plus ancienne. Donc qui a été faite avec une guerre en Suisse. Ils ont développé la Croix-Rouge, c'est pour ça d'ailleurs que c'est la Croix-Rouge. Et puis ensuite est venue la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, il y a eu après les accords de Bretton Woods, il y a eu les Nations Unies.
Donc, il y a eu ce système-là des Nations Unies. Et ensuite, après ça, il y a eu les premières ONG. Les premières ONG, c'est que, en fait, c'est organisations à but non lucratif, OBNL au Québec, ou organisations non gouvernementales. Donc, tu sais, dans les lettres patentes juridiques, il y a, tu peux pas faire de l'argent, tu peux pas faire ce que tu veux. Là, c'est vraiment un objectif clair. Et dans les premières ONG, il y a, par exemple, Médecins sans frontières ou Médecins du monde avec les Boat People. Je sais pas si ça te parle. Non, Au Vietnam, tu sais. Après la guerre du Vietnam, il y a des gens qui ont dû partir. Il y a plein de gens qui sont allés en Europe, en Amérique du Nord, ailleurs en Asie. Et là est né différentes ONG, Médecins du monde, Médecins sans frontières, etc. Puis quelques ONG avant ça, mais tu sais, je dis pas qu'ils faisaient n'importe quoi à l'époque, loin de là, mais il y a beaucoup d'ONG à l'époque où c'était vraiment des gens qui avaient un profond désir d'aider d'autres personnes. Ben, un peu les baba cool, tu sais, on a toujours cette image-là du gars avec le petit pantalon puis il y en a encore, un peu militaire, les cheveux longs, puis qui vient en baroudeur un peu là. Puis je vais en venir à ça aussi parce que selon moi, en fait, c'est extrêmement positif que ce soit professionnel parce que, en fait, c'est professionnel, autant nous, on est une organisation au Canada, mais c'est aussi professionnel dans les pays avec lesquels on travaille. C'est des gens qui sont excessivement compétents, avec qui on travaille, qui ont énormément d'expérience, d'expertise. Et donc, je pense que même au niveau de l'humanitaire, plus c'est professionnalisé, plus, en fait, il y a une réponse qui est efficace. Puis, pour entrer à la Croix-Rouge, là, c'est quand même, c'est très professionnel, tu vois. Il te faut avoir quand même beaucoup d'expérience. Tu peux être sûr que si tu te connais des gens qui travaillent à la Croix-Rouge, employés, tout ça, bénévoles aussi, mais ce sont des personnes qui sont expérimentées puis qui ont des sacrées compétences parce que c'est l'objectif même de la Croix-Rouge, c'est d'être une organisation efficace qui va répondre le plus rapidement possible à des enjeux, que ce soit des inondations, des incendies, peu importe là, un tremblement de terre, etc. Et surtout pour venir en appui à la population qui a été touchée. Tu vois. Et pour ça, il faut des gens qui soient efficaces, qui soient rapides dans leurs interventions, qui soient professionnels en fait. Tu vas pas aller, tu te casses la jambe, tu vas pas vouloir que ce soit moi qui te répare ta jambe, tu vois. Tu voudrais que ce soit une personne compétente qui a été formée qui a été professionnelle. C'est pas tout à fait, c'est pas une bonne comparaison, mais c'est pour vulgariser aussi. Voilà. Mais en même temps, tu vois, là, c'est vraiment mon point de vue personnel que je me suis construit après après avoir été lire sur justement ce sujet-là. C'est que pour moi, si tu veux attirer des gens compétents, puis on va vers justement la professionnalisation de l'humanitaire. Si tu veux des gens compétents, faut que tu les payes. C'est partout, que ce soit au gouvernement, dans le public, dans le privé. Finalement, on en revient aussi aux dons. Est-ce que ça va pour aider vraiment la banque alimentaire ou ça va pour payer le gros salaire du... Donc, je trouve que si tu veux avoir des gens compétents puis des gens efficaces, ben, malheureusement, le talent et la compétence, ça se paye. Oui, alors premièrement, oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Je vais aussi vulgariser quelque chose par rapport à comment c'est pensé au niveau des budgets sur des gros projets de plusieurs millions, comme des projets de centaines de milliers, comme des projets de dizaines de milliers de dollars ou d'euros ou quoi que ce soit. Il y a toujours un pourcentage qui est associé aux frais de gestion. Donc ça dépend, c'est toujours à peu près autour de 10-12%, là, je te dirais. Donc en fait, quand les gens pensent qu'ils donnent et que c'est pour payer les gens puis faire fonctionner le bureau, ben en fait, tu sais, t'as peut-être si tu donnes $10, t'as peut-être $1 qui va aller à ça, mais le reste ça va aller vraiment aux actions à proprement parler. Mais c'est normal, tu sais, je veux dire, dans n'importe quelle organisation du monde, il y a des frais de fonctionnement. Puis ça inclut, tu sais, je veux dire, en gestion, je vais pas t'apprendre ça. Dans un restaurant, c'est la même chose. Ne me dis pas que la personne... c'est l'encadrement de la masse salariale, c'est vraiment ça. Ne me dis pas que la personne, elle va pleurer parce que dans ce qu'elle va payer au restaurant, elle a payé un peu la masse salariale. Oui, mais c'est normal, c'est les frais. C'est la même chose. Maintenant, mais c'est toujours le côté humanitaire qui fait que... Je comprends, mais c'est ça aussi l'idée, c'est que il y a beaucoup aussi d'organisations vraiment à but humanitaire qui sont là pour appuyer des crises. Les salaires, ils sont loin d'être hauts. Hein. Ils sont loin d'être hauts. Ensuite, dans d'autres secteurs, dans nos secteurs, il peut y avoir des salaires qui sont considérés hauts par beaucoup de gens, mais en soi, c'est beaucoup moins
que je veux dire que ce qui est fait dans le privé, par exemple, ou même au niveau de la fonction publique, en fait. Donc, pour finir justement sur la partie humanitaire, on va être obligé de parler des problèmes, des scandales qu'il y a eu. Donc, tu sais, je veux te faire comme une sorte de petite liste de ce que j'ai vu. Il y avait les abus sexuels qui ont été faits au sein de l'Organisation mondiale de la santé pour la gestion de la crise de l'Ebola au Congo, où les hommes proposaient des emplois comme des rapports sexuels. Il y a eu la même chose au camp de l'ONU au Sud-Soudan quand il y a eu le conflit. Il y a eu de la prostitution aussi. L'Oxfam qui, pendant le tremblement de terre en Haïti, on a trouvé des volontaires, des gens en tout cas qui sollicitaient des prostituées, qui profitaient justement des problèmes qu'il y avait là-bas. On parle aussi un peu plus loin, et puis un problème un peu plus français, l'Arche de Zoé, où il y a quand même eu un flou pendant un moment. Est-ce que c'était pour aider les enfants? Est-ce que c'était l'enlèvement d'enfants en vue de faire adopter ces enfants-là en France? Comment toi déjà tu te positionnes, puis qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait pour justement éviter ces abus de la part des organisations humanitaires ou même des personnes au sein de cette organisation? Ben, premièrement, comme je te disais, le secteur se professionnalise aussi. Il y a énormément de choses qui sont faites sur le recrutement. Déjà, tu vois, quand tu travailles pour une organisation internationale, on va vérifier tes antécédents judiciaires déjà dans la plupart des organisations. Récemment, j'ai eu le cas aussi d'être une référence pour une personne qui a postulé pour une autre ONG internationale américaine, je pense, en Afrique de l'Ouest. Et tu vois, j'ai reçu une demande de vérification au niveau d'antécédents sur l'exploitation sexuelle, par exemple. Donc, j'ai pu remplir. Est-ce que, à ta connaissance, la personne a déjà été impliqué dans une affaire, etc., etc. Donc, si tu veux, il y a des vérifications qui se font, qui peuvent être internes, qui peuvent être externes. Et déjà, ça, c'est un premier garde-fou comme pour répondre à ta question. Après ça, il y a énormément de formations qui se font. Même nous, je veux dire, même nos équipes, là où je travaille, les personnes volontaires qu'on envoie ont plus d'une demi-journée, voire même beaucoup plus que ça, des formations sur la prévention de l'exploitation des abus sexuels, sur les comportements qu'il faut avoir, pas avoir, etc. Malheureusement, même s'il y a de la formation, même si on veut recruter des gens qui sont corrects et donc qui ne feraient jamais ce type de choses-là, ça peut malheureusement arriver. Puis Oxfam, ça en est un très très bon exemple, puisque c'est une personne qui avait invité, en fait, pour l'histoire, qui pendant une soirée avait invité des prostituées alors qu'il dirigeait le bureau pays pendant c'est drôle et la pas réponse. drôle en même temps, c'est ça qui est... Non, c'est ça, c'est horrible en fait. Puis le problème derrière, c'est que Oxfam, là, c'est Oxford Family, c'est une ONG internationale vraiment très reconnue et qui a, à cause de cette histoire-là, a eu vraiment énormément de conséquences pour sa réputation. Donc c'est des enjeux réputationnels, puis bien sûr des enjeux pour la population qu'il y a sur place, mais derrière, pour reconstruire et pour redonner confiance aux gens qui vont être éventuellement donateurs, donatrices, c'est quand même vraiment difficile, tu vois. Absolument, mais pour justement revenir sur l'Oxfam, c'est que ce qui était écrit dans l'article que j'ai lu, c'est que dans un premier temps, ils avaient caché les informations, puis ils avaient essayé de minimiser. C'est la pire erreur par peur de perdre leurs donateurs, puis de mais perdre c'est là les où fonds. ils l'ont perdu, en fait. C'est là où ils ont perdu. Ça a été pire encore. C'est-à-dire le fait que ils cachent l'information au lieu, puis ça, je pense que toutes les organisations internationales le savent aujourd'hui. La première chose à faire quand il y a une crise comme ça, c'est bon, on a déjà des gens qui sont spécialisés en relations publiques, mais après c'est de cacher aucune information, d'être transparent et surtout de coopérer avec les autorités compétentes pour régler le problème, parce que là c'est pas un problème d'organisation, c'est un problème plus grave que ça, tu vois. Puis pour revenir sur l'OMS puis la crise Ebola justement, il était écrit puis spécifié, puis j'ai lu aussi dans d'autres dans d'autres articles puis réflexions universitaires sur les limites en ce moment de l'humanitaire, c'est que c'était des locaux qui avaient fait ça, c'était pas des occidentaux qui étaient venus pour justement puis qui avaient profité de la situation, mais c'était des locaux. Puis ils disaient que justement au Congo à ce moment-là, c'était très monnaie courante de justement pour avoir un emploi, pour être bien, mais d'échanger ça contre des faveurs sexuelles. C'est toujours le cas dans certaines régions.
Puis, enfin, en tout cas, à ma connaissance de ce que j'en ai compris du contexte congolais, puis encore une fois, c'est très grand, la République démocratique du Congo, mais effectivement, il y a énormément de problèmes liés à l'exploitation sexuelle en RDC, c'est connu depuis 20, 30 ans, 40 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par rapport à ça aussi, mais si tu veux, ça reste que, même si c'est des locaux et pas des internationaux, normalement, ils sont recrutés, puis on sait qu'il y a... En fait, dans le fond, c'est pas parce que c'est monnaie courante ou qu'on l'entend souvent que ça fait partie de la culture, par exemple, tu vois, dans l'endroit. Par contre, si on sait que ça arrive, il doit y avoir les vérifications nécessaires en amont, avant d'embaucher les personnes. Puis aujourd'hui, il y a de plus en plus d'organisations qui sont... qui se professionnalisent, donc dans leur processus, qui vont aller chercher plus loin, qui vont aller chercher plus loin dans les références aussi, à l'interne comme à l'externe. Là, on va passer au côté un peu immigration. Donc, toi, comment tu vois un peu l'immigration, même si on en a déjà beaucoup parlé au cours de l'entretien. C'est quoi, toi, tes conseils pour réussir une immigration? Tu sais, je te dirais, c'est super important de se préparer de manière générale. Comme toi, tu as fait au mois où on n'était jamais venu avant. Exactement. Non, je te dirais que c'est important de comprendre là où tu vas, surtout d'essayer de te renseigner sur la... Je trouve que le plus important pour réussir une immigration, c'est comprendre la culture. Et plus t'en connais sur la culture avant d'aller dans un endroit, peu importe lequel, plus ça va être facile. Tu vois, je discute souvent beaucoup avec des gens de partout et d'immigration. Et des collègues me disaient que des gens qui venaient, ceux qui avaient le plus de mal ici à venir immigrer au Québec et à rester, c'était les Français. Contrairement à des gens qui étaient d'Afrique de l'Ouest ou d'autres pays, parce qu'en fait, les Africains, de manière générale, ils savent très bien qu'il y a une différence culturelle, une différence de climat surtout, une différence énorme. Donc, ils se préparent davantage en fait à cette différence-là. Alors que les Français, ils pensent qu'ils arrivent et puis ils sont chez les cousins et en fait, ils se préparent pas du tout. Puis toi, personnellement, qu'est-ce que t'as amené le fait d'immigrer? De toute façon, d'immigrer comme de voyager, je pense que ça, les deux peuvent apprendre des choses complémentaires, mais c'est surtout, ça permet, je pense, une ouverture d'esprit. De toute façon, si tu immigres quelque part, t'es obligé de t'intégrer, de t'adapter, peut-être à une culture qui est différente de la tienne, ou du moins si c'est pas que la culture, c'est l'environnement, c'est beaucoup de choses qui diffèrent de ce à quoi tu as été habitué, éduqué, tout ça. Donc, ça te permet d'apprendre énormément. Donc, de découvrir, de t'adapter plus facilement. Et puis, d'avoir une ouverture d'esprit plus grande, je pense. Pour toi, c'est quoi le plus gros défi? De l'immigration? Ouais, mais tu sais, quand toi, ton projet, tu sais, le projet d'immigrer, quand quelqu'un immigre, c'est quoi son plus gros défi? Tu sais, je pense que c'est propre à chacun. Ça dépend aussi des peurs ou pas de chacun, chacune. Mais selon moi, je te dirais le plus gros défi, c'est de passer après la lune de miel, de passer le moment down et puis d'arriver à s'adapter dans ta nouvelle culture en fait, avec les côtés que t'apprécies, les côtés que t'apprécies moins, et puis arriver à trouver un équilibre entre à la fois l'insertion dans ta nouvelle culture, mais aussi ne pas oublier celle qui t'a vu naître. Si demain, je te donne tout le package, c'est visa, maison, travail, tout ce qu'il faut pour t'installer, ce serait quoi ton pays où tu voudrais aller? Honnêtement, je sais pas vraiment, tu vois. Moi, j'aime la France, j'aime le Québec. Je suis bien dans les deux pays. C'est sûr que j'ai une appétence pour aller sur le continent africain ou en Amérique latine. Mais j'ai pas un pays en particulier. J'aimerais ça voyager, visiter énormément de pays. Mais aller m'installer dans un nouveau pays, j'ai pas trop réfléchi à ça là, je t'avoue. J'ai pas j'irai dans tel pays, genre le Japon, parce que ça c'est ma passion. Tu sais, c'est comme il y a beaucoup de pays dans lesquels j'aimerais habiter, puis si j'ai l'opportunité, j'irai, mais j'ai pas un est-ce pays que t'as des projets par rapport à une future immigration? Éventuellement, ça dépendra beaucoup des opportunités professionnelles futures, mais je te dirais que pour l'instant, je reste ici. Peut-être avoir des expériences à l'étranger, que ce soit en Amérique centrale, latine ou en Afrique, ou en Asie, ça m'intéresserait beaucoup. Puis pourquoi, tu sais, c'est parce que justement le fait d'aller dans notre culture, puis sur du plus long terme, pour passer aussi cette étape de lune de miel dont on parlait tantôt, je trouve ça intéressant. Tout à l'heure, on parlait de
justement, tu sais, du sentiment qu'il y a au Québec où l'immigration est ciblée comme un problème pour, en ce moment, la perte du français. Par certaines personnes, mettons. Mais comment, tu sais, toi, en tant qu'immigré, parce qu'au final, on est quand même des immigrés, comment tu te sens d'être stigmatisé comme ça par, que ce soit le gouvernement, mais aussi une partie de la société, parce que on le voit, que ce soit sur X ou que ce soit dans les commentaires, où on voit que c'est en train de gagner une grande partie de la population. Comment tu te sens en tant que déjà, je suis immigré, mais je suis immigré, premièrement, je l'ai choisi, puis je suis français aussi, donc si je me sens pas vraiment stigmatisé. Je fais partie quand même pour le Québec, là, des privilégiés. Puis c'est ça, je suis pas une Première Nation non plus. Donc tu vois, même si les Premières Nations sont des gens d'ici, peuvent être stigmatisés d'une autre manière. Moi, je me sens pas stigmatisé, mais effectivement, il y a des enjeux au niveau de l'immigration au Canada ou au Québec. Puis, comme on l'a parlé tantôt, un peu avec les États-Unis, c'est un peu la même chose. Là, c'est des faux messages qui sont mis. Ben moi, je trouve ça vraiment dommage, mais c'est que encore une fois, c'est un manque de compréhension sur des nuances dans les sociétés, mais après ça, je veux dire, moi personnellement, je me sens pas stigmatisé. Je pense que plusieurs personnes peuvent se sentir stigmatisées en revanche. Puis ça dépend toujours de où on est, comment on a été intégré, etc., etc. Ça dépend je pense, de beaucoup de facteurs. Mais malheureusement, oui, il y a une tendance qui fait que on a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont contre voilà l'immigration et les gens qui viennent d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu penses justement que ça pourrait être un frein pour beaucoup de personnes dans leur projet d'immigration? Mais tu sais, oui, en soi, ça peut être un frein, mais encore une fois, ça dépend de ton projet d'immigration, ça dépend d'où tu viens, de ce que tu as connu avant, de ce que tu veux connaître, ça dépend d'énormément de choses. Je pense que oui, ça peut être un frein, notamment si tu es une minorité visible, puis que c'est ça là, tu vas dans un endroit où c'est particulièrement compliqué là, puis c'est pour des personnes de minorité visible. C'est comme moi je vois, en tout cas au Québec là, je vois pas de. Oui, il y a des personnes qui peuvent être stigmatisées, mais c'est pas partout, puis c'est pas tout le temps non plus. Pour conclure ce podcast, comme je t'ai dit, j'ai mené des entretiens, puis j'ai discuté avec des proches, des anciens collègues, des amis. Puis j'aime bien souvent te demander est-ce qu'ils ont une question pour toi? Puis je t'avoue que ça a été quand même unanime, là, tout le monde m'a demandé de te poser cette question-là. Okay. Qu'est-ce qui a déclenché chez toi cette fibre justement de l'humanitaire, d'aller aider les gens, de développer ces projets-là? Même si on a passé un peu de 2 heures à y répondre. Ouais, mais... je te dirais, je t'ai répondu tantôt, mais je vais quand même répondre. Dans le fond, c'est ça, j'avais quand même une appétence pour la gestion que je voulais mettre en œuvre, je savais pas exactement dans quel domaine. Après ça, j'ai eu la chance et l'opportunité de voyager un peu entre les études ou grâce aux études. Et puis en fait, j'ai eu la chance de voir aussi d'autres choses ou d'autres possibilités. Tu sais, comme je te disais, quand j'étais jeune là, mes amis, je savais pas que ça existait non plus, tu vois. Tu sais, donc ce domaine-là, je savais pas que ça existait, je savais pas que c'était possible de travailler dans ces organisations-là. Et puis je l'ai appris tard, je l'ai appris vraiment tard. Par contre, j'ai eu le goût, voilà, de m'investir davantage sur des projets qui, selon moi, avaient une visée plus sociale, peut-être. Après, si on regarde, ne serait-ce que les 2 organisations pour lesquelles j'ai travaillé, ça a toujours un lien avec mes valeurs, tu vois. L'IBCR, c'était pour le droit des enfants. Je considère que c'est extrêmement important que le droit des enfants soit respecté dans le monde. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus en éducation. Alors autant au niveau des enfants que des adultes. Il y a quand même un lien à ces niveaux-là. Le droit à l'éducation étant dans la Convention universelle des droits de l'enfant. Puis, je continuerai ma carrière dans cette perspective-là. Donc, c'est essayer de travailler dans quelque chose qui, pour moi, a du sens ou fait du sens. Et les droits des enfants ou l'éducation, ça reste des secteurs, des thématiques qui, selon moi, sont assez importantes dans une société et qui m'ont plu pour pouvoir travailler dans ces secteurs-là. Justement, si les gens veulent te contacter pour parler de l'humanitaire, pour s'ils ont des questions, pour essayer de lancer leur carrière, pour te poser des questions sur
tes études? Est-ce que tu réponds sur tes réseaux sociaux? Est-ce que Oui. ton LinkedIn? Ça m'est arrivé récemment, là, quelqu'un qui m'a contacté, que j'ai passé peut-être 1 heure ou 2 au téléphone avec, pour répondre à ses questions pour l'université, pour des choix de carrière, etc. Donc, ça m'arrive sur LinkedIn aussi. Bon, bah, je Facebook, mettrai ton lien LinkedIn alors. Y a pas de souci. C'est bon. Bon, ben, je te remercie alors. Merci beaucoup, Félix.